Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler d'assemblée générale dématérialisée. Quelles sont les tendances? Ce sera dans quelques instants avec mon invité Guillaume Sambla, directeur général de Wolters Kluwer Legal Software France. On évoquera ensuite le droit à congé payé d'un salarié en arrêt maladie avec Blandine Alix, associée chez Flichy-Granger Avocat. Et enfin, on parlera des procédures de clémence de l'autorité de la concurrence avec Mathieu Blenay, console chez Linkletters. Voilà pour les titres. C'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler digitalisation des assemblées générales avec Guillaume Sambla, directeur général de Wolters Kluwer Legal Software France. Guillaume, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, pouvez-vous nous dire en quoi la crise du Covid a accéléré la digitalisation des assemblées générales? Alors la crise du Covid a révélé déjà un phénomène qui était sous-jacent. La digitalisation a démarré heureusement bien avant, mais c'était un formidable accélérateur. Ça a été ce que je dis souvent, c'est la perfect storm. C'est arrivé à un moment, si on se rappelle bien, c'était en mars. Donc quelques mois finalement seulement avant le démarrage officiel de la campagne des AG en mois de juin. Donc ça a été un énorme accélérateur sur un phénomène qui était sous-jacent et qui a finalement permis, je pense, à des entreprises et à des directions juridiques de prendre des décisions qu'ils avaient déjà en tête. Ils s'étaient dit on va le faire dans 2, 3, 4 ans et finalement ils ont été obligés de le faire immédiatement. Voilà. Donc c'était un énorme phénomène d'accélérateur qui nous a fait passer finalement d'une situation A à une situation B. Aujourd'hui, on est dans cette situation B, mais on ne reviendra pas à la situation A. Cette tendance, elle est forte, les usages sont maintenant intégrés complètement et c'est quelque chose qui va se développer et qui se développe très fortement. Alors, évoquons justement les tendances actuelles. Quelles sont les grandes tendances de fond en matière de digitalisation des assemblées générales? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu les early adopters. Les premiers. Ensuite, on est passé aujourd'hui sur finalement un marché qui s'ouvre très fortement dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je dois réaliser une assemblée générale parce que j'ai un grand nombre de personnes à convoquer. Donc c'est le problème du one to n. Je dois m'assurer que mes 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 membres ou actionnaires vont bien recevoir les convocations, vont bien pouvoir voter, exprimer leur vote et vont recevoir un PV. Et il faut aussi que je puisse être certain que je m'adresse aux bonnes personnes. Donc il y a cette notion de sécurité qui est hyper importante. Donc ça, c'est la première tendance. C'est comment je gagne du temps, comment j'économise aussi mon budget, comment j'arrive à être plus respectueux des engagements ESG des entreprises en matière de transparence, en matière de limitation de l'empreinte carbone. Tout ça, c'est une première tendance. Deuxième tendance, c'est je suis une direction juridique et j'ai N structures juridiques pour lesquelles je dois faire pour chacune une assemblée générale. Donc là, le problème qui se pose, c'est pas tellement le nombre de personnes, mais c'est le nombre de structures que je dois gérer. Ça, c'est la deuxième tendance. Voilà. Donc clairement, sur ces deux tendances de fond, on voit que le marché se développe, de plus en plus d'AG, de plus en plus de personnes sont convoquées de façon digitale, et c'est quelque chose qui va durer. Quels sont les avantages de la digitalisation des AG rapidement? Il y en a plusieurs. Moi, j'en vois principalement 4. La première, c'est la notion de sécurité. Clairement, envoyer des documents par papier dans la nature, à demander à des personnes qu'on pense connaître si c'est bien eux qui vont voter, etc., à une AG, c'est pas du tout sécurisé. Donc là, passer sur des plateformes dont les données sont hébergées en France, qui sont compatibles avec le RGPD, pour lesquels on a des systèmes d'authentification, double authentification, voire avec des systèmes de mots de passe, pour être certain qu'on s'adresse aux bonnes personnes, etc., avec la data qui est cryptée. Bon, tout ça fait qu'on a des niveaux de sécurité hyper élevés. Deuxième tendance, c'est le gain de temps qui est colossal pour les directions juridiques.
je dois convoquer mes 40 000 ou 50 000 actionnaires de ma SCPI. Est-ce que j'imprime des documents, je leur envoie par papier, j'attends un retour papier et je note les votes? Non, ça c'est terminé ça. On envoie les convocations par mail, on s'assure que les personnes soient bien identifiées avec ce système de double authentification. On peut répéter ça sur plusieurs SCPI et puis l'année suivante, on a déjà tout qui est stocké sur la plateforme. On n'a plus qu'à rajouter les nouveaux actionnaires et relancer l'Assemblée générale, la mécanique. Donc ça, on gagne énormément de temps. Troisième phénomène de fond, c'est l'augmentation du nombre de participants. C'est-à-dire que en digitalisant l'Assemblée générale, on s'adresse plus facilement à un plus grand nombre de personnes. Donc en matière de participation, d'engagement des actionnaires ou des membres d'une association dans les prises de décision de leur structure, on a des taux qui sont bien meilleurs que... Et ça, peu importe les secteurs? Peu importe les secteurs, oui, on voit 30% généralement d'augmentation de participation, ce qui est énorme, pour un coût qui est moindre. Donc on voit qu'on gagne sur les deux tableaux. Et puis dernier élément, je pense dernière tendance de fond, c'est clairement une tendance de fond sur les respects des critères ESG, notamment en matière de réduction d'empreinte carbone, puisqu'on arrête d'envoyer des documents papier, on envoie des documents par mail sur la plateforme sécurisée. On évite à des personnes de traverser toute l'Europe ou toute la France pour participer à une réunion de 2 heures. On peut faire ça à distance, de façon hybride. Et puis enfin, on a une plus grande transparence dans les prises de décision, puisque l'Assemblée générale d'une association et d'une entreprise, c'est un moment important, un moment dans lequel l'entreprise, la direction est face à ses actionnaires, doit expliquer ce qu'elle a fait, elle doit le faire de façon transparente et juste. Voilà, c'est la dernière grosse tendance. Alors, vous avez évoqué les tendances, les avantages. Est-ce qu'il y a encore des freins liés au développement de la digitalisation? Je pense par exemple à des freins psychologiques ou liés à la prise en main des outils. Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de frein. Je dirais, dès lors que vous savez utiliser un smartphone, ce qui est le cas pour quand même un grand nombre de personnes aujourd'hui, vous pouvez participer à une assemblée dématérialisée. Sur EasyQuorum, on travaille énormément cet aspect de ce qu'on appelle user interface pour rendre le plus simple possible. Les 3 mots, c'est simplicité, simplicité, simplicité. Le plus simple possible, et faire simple et complexe. Donc la simplicité, c'est peut-être là qu'on peut tous s'améliorer sur toutes les applications. L'autre frein, j'ai envie de dire, il est peut-être plus dans les habitudes. Pendant des années, on a eu l'habitude de se retrouver tel jour du mois de juin autour d'une réunion. Puis après, il y a l'aspect convivial aussi de l'Assemblée générale. Ça, grâce à EasyQuorum, on permet de le faire également en format hybride. C'est-à-dire qu'une partie des participants vont être à distance, une partie des participants vont être en présentiel, ce qui permet à chacun de faire comme il le peut, comme il le veut. Et donc, il y a pas, j'ai envie de dire, le frein majeur est plus dans le changement des habitudes que sur un obstacle technique ou de la sorte. Voilà. Vous évoquez les formats hybrides. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur, on va adopter un format totalement virtuel? Il n'y aura plus d'AG en physique. Quelles sont les perspectives d'avenir des AG de manière dématérialisée? Moi, j'ai envie de dire, j'espère pas qu'on sera totalement dématérialisé. J'espère qu'on aura le choix, justement. Je pense que c'est ça qui est bien, c'est de laisser le choix à chacun, à chacune d'abord, laisser le choix aux organisateurs, de voir quel est le mode pour lequel ils ont la préférence. Laisser le choix aux participants. Est-ce que je viens? Est-ce que je me déplace? Quel est le coût de ce déplacement pour finalement 2 heures de réunion? Donc, laisser le choix, c'est probablement la tendance. Laisser la souplesse qu'offre la digitalisation, la simplicité, l'efficacité, le gain de temps, la sécurité. Ouais. C'est ce qui émerge. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside et on va parler du droit à congé payé d'un salarié en arrêt maladie avec mon invité Blandine Alix, associée chez Flichy Granger Avocat. Blandine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre des arrêts
important le 13 septembre 2023 concernant le droit à congé payé d'un salarié en arrêt maladie. Expliquez-nous. Oui, alors ce qu'a fait la Chambre sociale dans ses arrêts du 13 septembre 2023, c'est qu'elle a écarté partiellement 2 textes du Code du travail pour prendre une solution totalement opposée à ce qui est prévu par ces textes. Ces textes du Code du travail prévoient que pour acquérir des congés payés, vous devez avoir travaillé. Et donc, vous avez droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Le Code du travail assimile certaines périodes de suspension du contrat à un travail effectif. Et c'est le cas pour l'arrêt maladie professionnel, ou si vous êtes en arrêt pendant 1 an, ou en accident du travail pendant 1 an, eh bien, vous obtenez des congés payés pendant cette période de suspension. Au-delà de cette période d'1 an, vous n'en avez plus. Ce qu'a fait la Cour de cassation, c'est qu'elle a considéré qu'un salarié en maladie ordinaire avait droit à des congés payés. Donc, il accumule des congés payés pendant son arrêt maladie ordinaire. Quels sont les apports de l'arrêt du coup? Idem également pour la maladie professionnelle. Bien, ça veut dire que maintenant, un salarié en arrêt maladie ordinaire va accumuler des congés payés, donc même pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Idem pour un salarié maladie professionnelle au-delà de la période d'1 an. Donc ça veut dire que maintenant, les employeurs vont devoir régler des congés payés à ces salariés qui sont en arrêt. Donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et donc bien évidemment, cela va avoir des conséquences financières pour les employeurs. Quels sont les jours de congé qui sont concernés par cette décision? Alors ça c'est une bonne question. C'est une bonne question, Arnaud, puisque l'arrêt concernait le congé principal, les 4 semaines. Et dans une notice explicative qui a accompagné les arrêts plutôt, la Cour de cassation a indiqué que cette solution valait également pour la 5e semaine et aussi pour les congés payés conventionnels. Ce sont les congés qui sont accordés en plus par des conventions collectives, comme par exemple des congés payés pour ancienneté. Donc le champ est plus large. Alors, c'est ce que dit la notice, mais attention, effectivement, la notice dit que le champ est plus large, mais attention, une notice n'a pas force obligatoire, ça c'est important. Deuxièmement, l'arrêt ne concernait que le congé principal. Troisièmement, la CJUE sur laquelle se base la Cour de cassation, la CJUE a toujours considérer qu'un arrêt maladie, effectivement, permettait d'obtenir des congés payés, mais uniquement pour les 4 semaines. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre d'autres décisions qui préciseraient justement les jours de congé concernés? Alors, d'autres décisions, peut-être, mais aussi l'intervention du législateur. On espère que le législateur interviendra justement pour limiter cette solution-là aux 4 semaines. Alors, quid du délai de prescription pour l'indemnité de congés payés? Alors, le délai de prescription, là aussi, il y a eu une décision assez étonnante de la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation, maintenant, subordonne le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé au fait que l'employeur ait mis le salarié en possibilité de prendre ses congés payés. L'arrêt de la Cour de cassation vous dit que ce point de départ de prescription démarre dès lors que l'employeur a accompli les diligences nécessaires qui sont prévues par le Code pour que le salarié puisse effectivement prendre ses congés. Donc si moi, employeur, j'ai respecté le Code, je n'ai pas crédité le compteur congé payé du salarié malade parce que j'ai respecté le Code, eh bien, j'arrive à une situation où on va me dire le point de départ du délai de prescription n'a pas couru et donc le salarié pourrait demander pendant une durée illimitée une indemnité de congé payé. Donc compliqué pour l'employeur après derrière. Compliqué pour l'employeur, mais il faut se battre. Il faut se battre avec l'article 3245.1 du Code du travail qui limite à 3 ans le délai d'action et qui limite également à 3 ans, et ça c'est important, l'assiette de la demande. Alors, plus tard, le Conseil constitutionnel, lui, a été amené à considérer le 8 février 2024 que les dispositions du Code du travail relatives au droit au congé étaient conformes à la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction par rapport à ce qu'on vient d'évoquer? Effectivement, on pourrait considérer qu'il y a une contradiction. Alors, on va vous dire, oui, mais on ne parle pas du même droit au repos, mais il n'en demeure pas moins que le Conseil constitutionnel a effectivement indiqué que cette distinction qui est opérée par le législateur entre le salarié qui travaille et celui qui est en arrêt maladie
eh bien, ne portait pas atteinte au droit au repos, au droit à la santé. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui, j'espère, va militer pour que le législateur se sente plus libre dans la façon de réformer ces textes. Alors justement, vous évoquez le législateur. Quel est l'impact de la décision du Conseil constitutionnel sur le législateur? Alors, il y a un point important sur cette décision du Conseil constitutionnel, c'est que le Conseil constitutionnel a considéré que les salariés qui travaillaient n'étaient pas dans la même situation que les salariés qui sont en arrêt maladie. Et donc, pour le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de difficulté à avoir un régime différent. Et donc, on espère tous que le législateur se sente, comme je le disais, plus libre dans la façon de légiférer et dise, bon, bah maintenant, je peux faire une différence. Et donc, je peux, à ce moment-là, limiter cette solution de la Cour de cassation aux 4 semaines de congés payés et non pas l'appliquer à la 5e semaine ni aux congés payés conventionnels. Et on espère aussi que le législateur réformera la question du report des congés payés pour les salariés en arrêt maladie et donc que le législateur fixera un plafond à ce report. Est-ce que la décision du Conseil constitutionnel peut aussi impacter les juges du fond? On l'espère. On l'espère. Je pense que les juges du fond qui peuvent ne pas respecter la décision de la Cour de cassation, alors c'est sûr qu'après leurs décisions peuvent être cassées s'il y a un pourvoi, mais en tout cas, on espère que les juges du fond seront sensibles à cette décision qui montre qu'en réalité, ces dispositions du Code du travail sont conformes à la Constitution, ne créent pas de discrimination, et donc nous espérons peut-être que ça donnera lieu à un arrêt d'assemblée plénière dans le futur, mais en tout cas, nous espérons que les juges du fond seront sensibles à cette décision du Conseil constitutionnel. Donc à suivre, on va conclure là-dessus. Merci Blandine d'être venue sur notre plateau. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside, on va parler des procédures de clémence de l'autorité de la concurrence avec mon invité Mathieu Blenay, consul chez Linkletters. Mathieu, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une procédure de clémence et quel est son objectif? Bien sûr. Alors, le principe est assez simple. Il s'agit pour une entreprise qui participe à une entente secrète avec des concurrents, donc les fameux cartels, d'aller dénoncer ce cartel auprès d'une autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amende. Ce qui veut dire qu'après, l'autorité de la concurrence va aller sanctionner les différents membres du cartel, parfois de manière très lourde, sauf le demandeur de clémence qui, lui, ne se verra infliger aucune amende. C'est une procédure qui existe en France depuis le début des années 2000, avec 2 objectifs. Tout d'abord, un objectif de dissuasion. On se dit qu'en faisant peser sur les entreprises qui souhaitent participer à un cartel le risque que l'une d'elles dénonce cette entente à une autorité, on va dissuader les entreprises de participer à une entente. Le deuxième objectif, c'est un objectif de détection, puisque les cartels sont devenus de plus en plus sophistiqués et les autorités de concurrence ont du mal à détecter ces pratiques secrètes en dépit des moyens d'investigation très forts qu'elles ont. Et là, la procédure de clémence va régler ce problème en apportant sur un plateau aux autorités des procédures toutes faites qu'elles n'ont plus qu'à instruire. Comment ça fonctionne, une procédure de clémence? Alors, schématiquement, une entreprise doit apporter des preuves de l'existence de l'entente. Donc, si vous êtes la première entreprise à apporter des informations à une autorité de concurrence dont elle n'avait pas connaissance et qui permettent par la suite à cette autorité soit de faire des opérations de visite et saisie, des fameux down-raid, soit de qualifier juridiquement une pratique, dans ce cas-là, l'autorité peut vous accorder une immunité d'amende. Ça, c'est les cas d'immunité totale. Mais la clémence est plus large, ça recouvre aussi des cas d'exonération partielle. Vous n'êtes pas le premier, vous êtes le deuxième, le troisième ou le quatrième. Vous pouvez encore aller voir l'autorité de la concurrence et obtenir une réduction d'amende. Cette réduction sera fonction de 2 critères. Votre rang d'arrivée et la valeur ajoutée des informations que vous apportez aux autorités. Si vous êtes le deuxième arrivé avec des informations intéressantes, vous pouvez obtenir jusqu'à 50% de réduction d'amende. Comment vous évaluez l'efficacité des procédures de clémence actuelles, notamment dans la détection et la prévention des ententes? Alors, depuis une vingtaine d'années, la procédure de clémence marche très bien. C'est l'outil de détection quasi unique des autorités de concurrence pour sortir des grandes affaires de cartel. Mais donc ça a permis un développement de l'action publique très fort.
À côté de ces actions publiques, les autorités de concurrence, et au premier rang desquelles la Commission européenne, ont cherché à favoriser les actions privées. Donc c'est les recours indemnitaires par les opérateurs qui s'estiment lésés par des pratiques anticoncurrentielles qui vont aller devant le juge demander réparation. Et donc ces actions privées, qui ont été encouragées par les autorités de concurrence, se sont développées très fortement en Europe, d'abord aux Pays-Bas et en Angleterre, plus récemment en Allemagne et depuis une grosse dizaine d'années en France. Or, certains estiment que ce développement des affaires indemnitaires est devenu un frein pour les demandeurs de clémence. Très concrètement, il y a 20 ans, vous étiez en France, vous faisiez une demande de clémence, vous mettiez de côté le seul risque qui était le risque d'amende de l'autorité de la concurrence. Aujourd'hui, vous faites une demande de clémence. Certes, vous mettez de côté ce risque d'une amende de l'autorité de la concurrence. En revanche, vous allez déclencher un risque de recours indemnitaire contre votre entreprise, dont les conséquences peuvent se chiffrer et être plus importantes même qu'une amende de l'autorité de la concurrence. Donc, à manier avec précaution cette procédure de clémence. Exactement. Quelles sont les modifications apportées par l'autorité de la concurrence dans son dernier communiqué qui date du 15 décembre 2023 ? Alors, il s'agit principalement d'ajustements à la marge permettant de refléter des changements législatifs ou de codifier des pratiques existantes. Donc, on peut en retenir 3. La première, c'est la suppression de l'avis de clémence. Donc la loi DADU de novembre 2020 a supprimé cet avis de clémence et l'autorité le codifie dans son nouveau règlement. L'avis de clémence, c'est quoi? C'est après une demande de clémence, on demandait aux entreprises de préparer une séance devant le collège de l'autorité de la concurrence, ce qui était une procédure très lourde, pour que le collège de l'autorité confirme que l'entreprise avait bien droit à la clémence et si oui, une immunité ou une réduction. Tout ça est remplacé par un courrier simple du rapporteur général de l'autorité. Deuxième modification, c'est l'extension des moyens dont on peut formellement déposer une demande de clémence. Donc l'autorité a ajouté une plateforme numérique disponible à tout moment sur laquelle on peut déposer une demande de clémence, ainsi qu'un dépôt en papier au guichet de l'autorité. Donc c'est 2 nouveaux moyens pour déposer une clémence qui s'ajoutent aux moyens traditionnels, qui était l'envoi d'un courrier par LRR à l'autorité de la concurrence. Donc ça facilite le dépôt des procédures. Exactement. Ou l'autre possibilité qui existe encore, c'est la prise de rendez-vous avec le conseiller clémence et une discussion à l'oral. Comment vous voyez l'évolution des procédures de clémence à l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres innovations ou changements pour encourager la participation? Dans le nouveau communiqué, il n'y a rien du tout qui a été mentionné sur le risque indemnitaire des actions privées. Donc si on considère que c'est le risque indemnitaire qui freine aujourd'hui les clémences, ce nouveau communiqué ne devrait pas avoir d'impact sur les demandes de clémence. C'est très intéressant parce que les autorités de concurrence ont parfaitement conscience de ce lien qu'il y a entre action indemnitaire et frein à la demande de clémence. Et l'autorité de la concurrence actuellement est en train de préparer une étude qui devrait sortir sous peu sur la clémence où elle a interrogé de nombreux acteurs du marché. Et je pense que ce sujet-là sera traité. On a un débat assez intéressant qui a émergé en Allemagne sur l'immunité accordée aux demandeurs de clémence. Et le point était de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas étendre l'immunité qui est pour le moment qu'administrative aussi au recours indemnitaire pour un demandeur de clémence? Pourquoi ? Si on considère qu'un demandeur de clémence a peur de déposer une demande de clémence du fait des risques indemnitaires, si vous l'immunisez contre les recours indemnitaires, il se posera moins la question. Ça lui offre une protection. Exactement, très fort. Ça serait révolutionnaire et ça renforcerait l'attractivité des demandes de clémence, des procédures de clémence énormément. Pour terminer, vous pensez que ça peut s'appliquer en France ? Alors c'est assez intéressant puisqu'il y a un membre éminent de l'autorité de la concurrence qui, dans une tribune en novembre 2023, a évoqué cette possibilité. Je pense qu'il faudra suivre avec attention l'étude de l'autorité de la concurrence. Donc le débat est là. Ça va commencer. Je pense qu'on va devoir suivre ça de très près dans les prochains mois pour voir si justement ce changement législatif pourrait arriver chez nous. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur For Change.